Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on va revenir sur cette soirée Canal+, sur ce gala de boxe où il s'est passé des choses un peu bizarres, des choses un petit peu étranges. Lui, il se ramène à chaque fois quand je commence à parler. Donc, on va commencer par un peu le scandale de la soirée, on va dire. Lors du combat, donc je vais pas écorcher les noms, je les ai sous les yeux. Beşe Lagem qui affrontait, donc le français Beşe Lagem qui affrontait un jeune turc invaincu, un espoir turc, Gokek. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du combat, lorsqu'ils ont donné la décision, donc c'est un combat qui allait à la décision des juges, on a donné le français vainqueur, il a fait l'interview d'après-combat, il est allé dans les vestiaires, et le turc est resté sur le ring, refusant sa défaite. Après quelques minutes de délibéré, on nous annonce que un des arbitres s'est trompé, un des juges s'est trompé, il a donné les pointages du mauvais côté, il avait vu le turc vainqueur, et finalement, du coup, quand il a donné son pointage, il avait donné le français vainqueur, donc ça a faussé les résultats, parce qu'il y avait deux juges en faveur du français, un juge en faveur du turc, donc si tu prends un des juges en faveur du français et que tu le passes en faveur du turc, et du coup c'est avantage au turc et victoire du turc. Donc c'était dans tous les cas une décision partagée, et ce qui est assez marrant, donc on a déjà vu des scandales comme ça, c'est pas une première dans la boxe, hein, qu'on revient sur une décision, c'est assez rare quand même, mais c'est déjà arrivé. Et ce qui est assez marquant, c'est que le Turc, il n'a pas fait un scandale, tu vois, juste il est resté sur le ring, il a attendu, tu vois, il a attendu sans s'énerver, sans crier, juste il était abasourdi, tu vois, pour lui il était convaincu d'avoir gagné. Bon, au final, il a gagné. Du coup, l'avis que j'ai sur ce combat-là, de l'ensemble du combat, c'est un combat, c'est vrai, qui était assez dur à juger. Je peux bien reconnaître que c'était difficile de départager les deux. J'avais un avantage technique en faveur du Turc, qui pour moi a eu une boxe un petit peu plus pertinente. Il a bien géré le français, mais même si celui-ci fait le combat, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus agressif sur l'ensemble du combat, c'est lui qui avance, c'est lui qui revient toujours à la charge, et surtout c'est lui, même après avoir été touché, durement touché par le Turc, il était capable de revenir encore pour parfois même arriver à son tour à toucher. Et ça peut avantager dans un certain cas les juges qui vont se dire c'est plutôt le français qui fait le combat, qui est agressif, qui fait le rouleau compresseur, et d'autres vont plutôt juger un avantage au turc en se disant c'est lui qui va être plus précis, plus technique, tu vois, c'est le français a dit en sortant du combat, il avait une boxe un peu plus amateur et moi j'ai une boxe plus pro. C'est pas faux, on peut voir comme ça. Mais il y a des juges qui préfèrent cette boxe, disons, à la touche, même si c'était des touches quand même assez marquées. Et le Turc, il frappait et on sentait que c'était assez puissant quand même, les frappes. Elles étaient assez sèches, du moins. Bon, je vous laisse dans les commentaires juger de ça. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que t'es juge, c'est ton taf. T'es payé pour noter chaque round. Voilà, t'as que ça à faire. Comment, à la fin de ton jugement, tu peux te planter à ce point-là? Je suis désolé, mais voilà, c'est comme si moi, récemment, j'étais commentateur, j'oublie de parler. Ça n'a pas de sens, tu vois. J'ai un moment, t'es juge, et arrête, tu vois, arrête les conneries, tu vois. C'est pas normal qu'il arrive ça. Après, l'erreur est humaine. Je sais pas dans quel contexte, voilà, il a fait ça. Enfin, je sais le contexte, j'ai regardé le combat, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça fiche, voilà, il s'est planté à l'avance, du coup il avait mis le coin bleu, coin rouge inversé, du coup tout était faussé à la base, mais quand même, c'est vraiment, vraiment pas professionnel. À la fin de ton pointage, tu es censé pouvoir dire et signaler quel boxeur tu vois gagnant. Bref, dans le reste de la soirée, Estelle Yoka Mosley, qui a été en difficulté face à une adversaire de remplaçante dans les derniers jours. À quelques du jour du combat, on annonce que l'adversaire d'Estelle Yoka Mosley ne pourra pas boxer car elle a le coronavirus. Décidément, il y en a marre de ce corona. Et donc, c'est une Marseillaise qui a accepté de relever le défi. Donc, et qui fait un très beau combat. Un très beau combat, je ne rentrerai pas dans les détails tactiques du combat, mais j'ai bien aimé le combat qu'elle fait, elle a été très impressionnante, et elle a mis en difficulté Estelle Yoka Mosley, qui s'est retrouvée un petit peu frustrée, un petit peu bloquée, un petit peu tendue, elle n'arrivait pas vraiment à lâcher sa boxe, et même à la fin, pour vous dire, je me suis dit que dans le dernier round, comme j'avais quand même 3 rounds, j'aurais pu donner 3 rounds à la Marseillaise, je me suis dit, à la fin, c'est le round décisif pour qu'elle accroche le match nul.
Le dernier round, je le donne quand même à Estelle, donc c'est vrai que dans l'ensemble, la victoire est méritée. Voilà, n'hésitez pas à revenir aussi sur ce combat-là. Après, on a eu un combat poids lourd entre le clone de Klitschko, un clone qui était quand même un peu plus agréable à regarder boxer que les frères Klitschko, mais c'était un clone, hein, franchement, il leur ressemblait énormément, et je dis ça parce qu'il vient du même pays d'origine qu'eux, même si aujourd'hui il est en Allemagne. C'est assez marrant parce que c'est bien l'histoire des Klitschko aussi, qui a affronté un Polonais qui était dur au mal, mais c'était un combat à sens unique, qui est allé à la limite, mais combat à sens unique. Et puis, dernier combat de la soirée entre Tony Yoka et Hammer. Hammer qui a été casse-pied dans ce combat-là. Voilà, déjà, on va analyser ça tout de suite. Le boxeur chiant à boxer, qui vient pour te faire tous les coups qu'il peut, qui t'accroche. Quand il t'accroche, il use de son poids pour essayer de te faire tomber. Une fois qu'il voit que ça fonctionne pas, il va appuyer avec la tête. Il va rentrer toujours avec la tête en avant. Et quand il va se cogner la tête, il va se plaindre de lui recevoir des chocs de tête. Il va mettre les coudes, il va accrocher, il va jouer avec ses pieds pour te faire chier. Enfin, la totale. Voilà, c'est vraiment le boxeur qui te fait la totale avec le métier et qui t'emmerde pendant 10 rounds. Et face à ça, on a Tony Yoka. Alors Tony Yoka, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont déplu chez lui. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je vous avais dit que maintenant, on va vraiment être un peu plus exigeant par rapport aux analyses qu'on a de Tony Yoka. Tony Yoka, ce qui a été intéressant, ce qui est sur les points où on peut être optimiste, c'est qu'il a montré une véritable attitude et il a recherché un rapport de force, il a recherché la puissance, il a recherché à mettre de l'impact dans ses coups. Énormément d'impact dans ses coups. Quasiment tous ses coups étaient des coups donnés avec le maximum d'intensité pour donner le maximum de puissance à chaque fois. Ensuite, il a accepté d'aller dans le combat à courte distance, qui était quand même un avantage pour Hammer. Hammer étant plus petit, ayant des bras plus courts, c'est un boxeur qui a cette boxe-là, il a une boxe rentre dedans, il avance beaucoup. Yoka, son attitude, sa stratégie, c'était clairement de ne pas reculer, de ne pas boxer en reculant, et de faire reculer Hammer sur ses attaques, et en espérant surtout qu'il vienne s'empaler sur les attaques. Du coup, voilà, il est rentré dans le jeu de son adversaire. Et c'est là que je vais vous dire que j'arrive à mon point où je vais être un petit peu plus critique par rapport à ça. Ok, c'est plaisant de voir un boxeur qui montre une attitude comme ça, qui montre de la férocité, et qui veut, dès les premiers rounds, coucher son adversaire. Par contre, il ne faut pas en oublier sa boxe. La boxe de Tony Yoka, c'est sa qualité première, c'est sa technique. C'est ce qui va faire la différence, à mon avis, face à chaque adversaire qu'il va rencontrer, parce que je pense sincèrement que c'est l'un des plus techniques du circuit. Et en oubliant un petit peu sa boxe, eh ben, il s'est frustré. Déjà, il a boxé d'une manière très compacte. La garde haute, il n'a pas fait l'erreur de prendre trop de risques face à son adversaire. À la fin, il s'est un peu plus lâché en ayant une garde un petit peu moins hermétique, mais il avait vraiment pris l'ascendant. Mais quasiment tout le combat, garde haute, la tête bien dans les gants, limite en boule, la tête un peu en avant, ce qui lui a permis d'ailleurs d'éviter les chocs de tête, parce que comme il avait la tête bien rentrée dans les épaules, ça lui a empêché de se prendre des chocs de tête au niveau du menton, du nez, ce que souvent les adversaires plus petits vont essayer de faire en rentrant. Il s'est mis bien sur ses appuis, donc comme je vous disais, bien compact, et il est allé chercher donc le corps à corps. Et à ce jeu-là, pour moi, il perdait ses qualités principales. Ses qualités principales qui sont son allonge, ce corps qui est immense. Forcément, quand tu rentres dans un rapport de force, que tu n'utilises pas vraiment ton jeu de jambes, quand ton adversaire va te rendre les coups, toi, tu as du mal à après contre-attaquer. Parce que, ayant des bras plus grands, quand tu es vraiment proche de ton adversaire, tu as du mal à renvoyer après des attaques. Donc, il entrait très bien, avec son bras avant, bras arrière, uppercut, mais une fois qu'il se retrouvait à bonne distance, là, si tu ne fais pas un pas de retrait pour te remettre à la distance qui est idéale pour toi, tu laisses quand même un avantage à ton adversaire. Avantage qui n'a jamais été nettement pris par son adversaire, parce que Yoka était quand même au-dessus, il était plus solide et il était meilleur même dans ce plan-là. Mais c'est dommage parce qu'il aurait pu être encore plus flamboyant sur le ring s'il avait usé de toutes ses qualités, de toutes ses cartes maîtresses. Et c'est ce que je regrette un petit peu. Pas beaucoup de pas de retrait, de déplacement pour boxer. Donc il y avait des déplacements des fois un peu pour reculer, voilà tout ça. Mais pour vraiment boxer en reculant, l'emmener à se découvrir. Yoka, il a attaqué avec beaucoup de puissance, mais finalement, il n'y a pas tant de coups que ça qui ont été très très efficaces et donnés pleinement. Tu vois, ils ont pas vraiment trouvé les trous parce qu'il n'a pas suffisamment aéré sa boxe pour créer des espaces.
chercher en bas, revenir en haut, travailler à l'intérieur, puis à l'extérieur. Ça a manqué. Se désaxer, revenir, ça a manqué dans sa boxe. Et c'est pas des choses qu'il ne sait pas faire. Au contraire, il sait très très bien les faire. Mais c'est parce qu'il avait cette tactique de venir coller, de venir user, de mettre de la force. Et parce qu'il est un peu aussi rentré dans le jeu de ce Hammer qui était chiant, qui t'énerve. Et donc tu as envie de lui rentrer dedans, tu as envie d'aller à la bagarre, tu as envie de lui faire mal. Mais c'est pas le meilleur jeu face à un mec comme ça. Surtout pour un boxeur comme Tony Yoka. À un moment dans le combat, je me disais, mais arrête de vouloir mettre que le bras arrière, que rentrer avec le bras arrière. On peut très bien coucher en contre sur un crochet gauche, le bras avant, il peut amener justement à créer des espaces pour après piquer avec ton bras arrière, mais là c'était quasiment à chaque fois téléphoné. Ce bras arrière qui venait de manière très puissante, alors ça fait mal, ça l'a usé le Hammer. Mais c'était pas suffisamment efficace dans le sens où ça rentrait pas dans les brèches, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup des brèches. Hammer c'est un mec de métier, il va pas laisser beaucoup de brèches. Et puis il a quand même bien encaissé. Donc c'est dommage, c'était frustrant. Je me dis, mais ton bras avant, t'as un bras avant magnifique, allonge-le. Tu l'empêches d'avancer, tu l'empêches de construire quoi que ce soit. Tu le martèles avec ce bras. Et pas beaucoup de feintes, de préparation d'attaque. Quasiment tous ses bras avant, même quand ils étaient donnés, c'était toujours avec beaucoup d'intensité. Donc forcément, comme tout le corps se contracte pour envoyer ce bras avant, eh ben, il est un petit peu prévisible. Ou du moins, c'est un coup qui arrive pas à surprendre. Tu vois, c'est-à-dire que même s'il n'est pas vraiment hyper prévisible, c'est un coup qu'on va un peu sentir arriver. Parce qu'il y a tout le corps qui se met en place pour envoyer le maximum de force. Et vous voyez ce que faisait un petit peu l'Ukrainien qui a boxé juste avant. Lui, le bras avant, il lui servait quasiment pas à mettre de force, mais juste à préparer ses attaques et à gêner son adversaire, et bam, le bras arrière. Et ce qui est plaisant pour le spectacle, c'est que Yoka, il n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là, mais ce qui est dommage, parce qu'il a tellement de qualité qui lui aurait permis de prendre le large à ce niveau-là. Du coup, c'est ça qui m'a un peu frustré. Il faut vraiment qu'il amène le boxeur dans le jeu où lui est le plus fort. Même si c'était agréable de voir ce rapport de force, comme je vous dis, niveau spectacle, c'est cool. Parce qu'on sentait qu'il voulait aller à la bagarre. On sent que sur le ring, il a envie de montrer des choses. Et ça, c'est quand même super, tu vois. Il a voulu montrer des choses en termes de, d'intensité, que c'est un dur. Ok, c'est bien. Mais fais ta boxe. Parce que c'est là où tu es le meilleur, en fait, Tony. Tu vois, c'est là où tu vas montrer le plus de choses. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Tout simplement, ça reste une bonne performance. On va pas cracher là-dedans. Mais, voilà, j'aimais un petit mais dans le sens où savoir amener son adversaire là où on est le plus performant pour après, parce que s'il avait vraiment voulu jouer à ça, rester à distance, un peu comme on a pu voir Canelo comme Golovkin dans le premier combat, ça aurait pu virer la leçon. Sûr que Hammer, il l'aurait pas approché une seule seconde. Mais c'est un Yoka qui a voulu chercher peut-être un petit peu trop à coucher son adversaire. Et parfois, quand on cherche trop le chaos, on dit qu'on n'arrive pas à le trouver. Alors que s'il avait peut-être fait une boxe un peu plus aérienne, les espaces se seraient créés et il aurait fini par trouver des failles. Vous voyez, je voulais dire aussi qu'il n'y avait pas eu beaucoup de changements de rythme, d'accélération. Vous voyez, c'était toujours un petit peu le même tempo de combat qu'il a mis. Parfois, il a mis des accélérations et d'ailleurs, dès qu'il mettait un petit peu d'accélération, des combinaisons un petit peu plus variées et un peu plus longues, il débordait Hammer. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, ça reste quand même une performance de Yoka qui m'a plu. Tu vois, qui m'a plu. Il a montré des belles choses, mais j'aurais aimé voir un peu plus, vous voyez, un Yoka un peu plus technique, qui se régale un petit peu plus à boxer, tu vois, qui s'amuse de sa boxe, tu vois, qui nous montre une belle boxe. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que vous avez passé en tout cas une bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Et puis je vous retrouve dans quelques heures pour le combat entre Gabriel Rosado et Daniel Jacobs. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.